L'énergie solaire, on en parle beaucoup, mais il y a une évolution qui est en train de tout changer, l'autoconsommation collective. Imaginez un peu, des voisins, des commerces, une école, tout un quartier qui produit et qui partage sa propre électricité verte et locale. C'est une petite révolution qui se passe juste sous nos yeux et on va décortiquer ça ensemble. Alors, au programme, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va commencer par le défi énergétique auquel on fait face, puis on verra en quoi l'énergie partagée est une solution, comment ça marche concrètement, on pèsera le pour et le contre, et enfin on se demandera si l'avenir de l'énergie est vraiment collectif. Le point de départ, on le connaît tous. Et on le sent bien. D'un côté, il y a nos factures d'électricité qui grimpent, et de l'autre, l'urgence climatique qui nous pousse à trouver des manières de produire de l'énergie beaucoup plus propre. On est un peu pris en étau entre ces deux impératifs. C'est la grande question, le vrai casse-tête. Comment on fait pour allier économie et écologie? C'est justement pour répondre à ce dilemme que de nouveaux modèles énergétiques, plus locaux, plus collaboratifs, commencent à faire leur chemin. Et attention, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle remonte même jusqu'au sommet de l'État. Comme le disait l'ancienne ministre de la Transition énergétique, le modèle collectif pourrait bien être plus pertinent que le modèle individuel qu'on connaît tous, avec les panneaux sur son propre toit. Alors c'est quoi cette fameuse solution ? Eh bien, c'est tout simplement l'idée de partager l'énergie, de mettre en commun la production et la consommation, mais à une échelle très locale. Son nom technique, c'est l'autoconsommation collective ou ACC. En gros, le principe est simple. Un groupe de personnes, de producteurs et de consommateurs se mettent d'accord pour se partager l'électricité verte qu'ils produisent localement. Le mot-clé à retenir, c'est vraiment partage. Pour que ce soit bien clair, comparons. Le modèle individuel, on le connaît. Une maison a des panneaux solaires, elle consomme ce qu'elle produit. Point. Le collectif, c'est une autre dimension. On mutualise la production entre plusieurs bâtiments, des logements, des entreprises, une mairie, tout ça dans un même périmètre. D'accord, le concept est clair. Mais en pratique, comment ça s'organise? Comment l'électricité produite sur le toit de la boulangerie arrive jusqu'à l'appartement du voisin? On va voir la mécanique du système. Le processus se déroule en 4 temps. D'abord, bien sûr, il faut produire de l'électricité localement. Ensuite, les participants du groupe la consomment. Au milieu de tout ça, il y a un chef d'orchestre qu'on appelle la personne morale organisatrice, ou PMO, qui s'assure que tout le monde reçoit sa part. Et enfin, et c'est crucial, c'est le réseau public qui transporte l'électricité. Et là, il faut corriger une idée reçue. Non, on ne se déconnecte pas du réseau national. Bien au contraire, le réseau public et les compteurs communicants sont les piliers du système. Ils garantissent que chaque électron est compté et attribué à la bonne personne, en toute transparence. En fait, on n'abandonne pas le réseau, on l'utilise de manière plus intelligente. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle est très flexible. On peut avoir une opération dite patrimoniale, par exemple une commune qui installe des panneaux sur le toit de l'école pour alimenter la mairie et la bibliothèque. Ou alors une opération ouverte qui réunit des acteurs totalement différents, des citoyens, des commerçants, une PME, qui décident de collaborer. Bon, sur le papier, ça a l'air vraiment prometteur. Mais comme toute innovation, il y a des avantages et des défis. Faisons un bilan honnête pour y voir plus clair. Du côté des plus, évidemment, ça fait baisser les factures et c'est beaucoup plus efficace. On peut arriver à consommer jusqu'à 80% de l'énergie produite, c'est énorme. Et surtout, ça ouvre la porte du solaire à ceux qui sont en appartement ou locataires. Mais, car il y a un mais, les défis sont réels. La paperasse administrative peut être un parcours du combattant, les projets mettent parfois 18 mois à voir le jour, et le plus dur, c'est souvent de mettre tout le monde d'accord. Et s'il y a bien un domaine où l'impact social est visible, c'est dans le logement social. Pour des locataires à budget serré, réduire les charges d'électricité, ça change la vie. L'accès devient alors un vrai levier pour lutter contre la précarité énergétique. D'accord, on a vu les pour et les contre. Mais alors, est-ce que ça décolle vraiment en France? Jetons un œil à la dynamique actuelle. Premier chiffre pour planter le décor. En juin 2024, on comptait en France 428 opérations d'autoconsommation collective en service. C'est déjà un chiffre intéressant. Mais le chiffre vraiment spectaculaire, ce n'est pas celui-là. C'est la croissance. Ce nombre de projets a bondi de 91% en une seule année. C'est une accélération absolument fulgurante. Le graphique parle de lui-même. On a quasiment doublé le nombre d'opérations en 12 mois. La dynamique est lancée, c'est indéniable, et des centaines d'autres projets sont déjà dans les tuyaux. Et derrière ces statistiques, il y a des projets bien réels, qui sortent de terre. On le voit par exemple ici dans le pays de Saint-Omer. Ce ne sont plus des expérimentations, ce sont des boucles d'énergie locale qui fonctionnent et qui montrent que le modèle est viable à grande échelle. On arrive à la fin de cette analyse. Alors si on devait synthétiser, que faut-il vraiment retenir de cette nouvelle façon de voir l'énergie? Je dirais qu'il y a 4 points essentiels. D'abord, c'est un vrai booster pour la transition énergétique. Ensuite, ça démocratise l'énergie solaire en la rendant accessible à beaucoup plus de monde. Troisièmement, la clé du succès, c'est le collectif. Sans une bonne organisation et l'adhésion de tous, ça ne marche pas.
Et enfin, la dynamique est là, et elle est très puissante. Finalement, cette histoire d'autoconsommation collective nous pose une question bien plus large. Au-delà de la technique, est-ce que le simple fait de partager l'énergie, de la considérer comme un bien commun plutôt que comme un produit de consommation individuelle, ne serait pas l'un des changements les plus profonds et les plus puissants pour construire un avenir vraiment durable ?